La Galice, une région du nord-ouest de l'Espagne, située juste au-dessus du Portugal. Battue par l'Atlantique, sa côte regorge de poissons et de fruits de mer. Affrontant les vagues au milieu des rochers, les percebeiros bravent tous les dangers pour pêcher les pousse-pieds. Manolo Serrans est l'un d'eux. Je dois toujours garder un œil sur mon collègue parce que la mer est houleuse. Voilà une grosse vague, je dois le prévenir. Attention! Maria José, la femme de Manolo. Grâce à son emploi dans une conserverie, c'est elle qui fait bouillir la marmite. Fine cuisinière, elle prend aussi plaisir à la remplir. Ce qui est là-dessous est un vrai régal. Pour moi, c'est ça le meilleur. Cette partie-là. Sa fille Manuela, surnommée Noli, est en train de passer son bac. Après, elle souhaite commencer des études de biologie, mais ne renoncerait pour rien au monde à la danse et à la mer. Je n'imagine pas vivre loin de la mer. J'adore la mer. Couverte de prairies verdoyantes et de forêts balayées par les vents du large, la Galice est une terre mystique, marquée par d'anciennes coutumes celtes et un profond respect de la nature. Les fêtes et les repas sont souvent arrosés d'orujo, une eau de vie de mar qu'on apprécie aussi sous forme de liqueur de café. Les rias, ces vastes baies qui entaillent profondément le littoral, forment un écosystème idéal pour les fruits de mer, si bien que crabes, poulpes et coquillages en tout genre occupent une place de choix dans les menus. La Galice est le premier producteur européen de moules. Les Serrans habitent à Aguinho, un village de la Ria Aroussa, la plus grande baie de Galice. Avec son bateau, Manolo s'y rend tous les jours. Aujourd'hui, sa fille et l'un de ses collègues l'accompagnent pour récolter des palourdes. On va jeter l'ancre ici. Vas-y. Ici, c'est bien. Il y a assez de fond. Oui, oui, laisse le moteur allumé, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, c'est très bien là. On a semé des palourdes ici l'an dernier et maintenant on vient vérifier si elles ont survécu, si elles ont bien grandi ou si les prédateurs les ont mangées. On vient voir où elles en sont. On fait un prélèvement tous les mois. Manolo drague chaque centimètre du sol marin avec une sorte de râteau qu'il doit relancer sans relâche. Un véritable travail de titan. Les palourdes vivent dans les fonds sableux et leur pêche est autorisée dès lors qu'elles ont atteint la bonne taille. Pour l'instant, ce n'est pas très prometteur. Il n'y a pas de palourdes, ou très peu. L'activité de Manolo est soumise à la réglementation européenne. Un pêcheur peut récolter et vendre 8 kilos de palourdes par jour et toute pêche accidentelle doit être remise à l'eau. Noli trie les coquillages. La jeune fille adore ses sorties en mer et ne rate jamais l'occasion d'accompagner son père. Un crabe. Il en existe deux sortes, les dosines et les palourdes. Les dosines ne sont pas comestibles parce qu'elles contiennent du plomb. Donc il faut les trier et ne garder que les palourdes. Le reste est remis à l'eau. Avant la crise, les palourdes se vendaient 40, voire 50 euros le kilo. C'est même monté jusqu'à 60 euros le kilo. Mais aujourd'hui, avec la crise, le prix a chuté. Il va bien falloir que cette crise s'arrête un jour. À la maison, Maria prépare les palourdes toutes fraîches. Autrefois, elle allait à la pêche avec son mari. Entre-temps, elle travaille dans une usine et la famille est bien contente de pouvoir compter sur un revenu régulier. La pêche me manque parce qu'elle me donnait une liberté que mon emploi actuel ne m'offre pas. Mais c'était un travail très rude, surtout en hiver. Je pense que je serais malheureuse si on me demandait d'y retourner. Pour Maria, la cuisine est avant tout un art de la simplicité. Après avoir fait revenir de l'ail et des oignons, elle y verse un bon verre de vin blanc mélangé à un peu de farine.
C'est un plat que j'ai élaboré à partir de plusieurs recettes. Et j'avoue que c'est un régal. Les palourdes sont savoureuses et très goûteuses. J'en suis assez contente. Parsemées de quelques brins de persil et relevées avec un petit piment, les palourdes vont mijoter à petit feu pendant 15 à 20 minutes et seront servies aussitôt. Pour déloger les délicieux mollusques, il suffit de se servir d'une coquille vide comme d'une pince. Manolo a 2 licences de pêche, l'une pour les palourdes, l'autre pour les percébès, les fameux pousse-pieds. Considérés comme le plus grand délice de l'Atlantique, ces étranges crustacés sont très recherchés. Dans cette chasse au trésor, Manolo et ses collègues bravent tous les dangers, car les pousse-pieds prolifèrent là où le ressac est le plus violent, sur les rochers battus par les eaux sauvages. Cette pêche à haut risque se fait toujours à 2, et Manolo peut compter sur son ami José. Recule! La récolte des pousse-pieds n'est autorisée qu'1 jour par semaine. Pour débusquer les plus beaux spécimens, Manolo et José font d'abord un repérage. Il faut virer un peu, il y a un rocher là-dessous. Je dois toujours garder un œil sur mon collègue parce que la mer est houleuse. Voilà une grosse vague, je dois le prévenir. Attention! Dans ce boulot, on est constamment sous tension. Chaque fois qu'on vient récolter les pousse-pieds, c'est très stressant, autant pour celui qui arpente les rochers que pour celui qui reste sur le bateau. On ne sait jamais ce qui peut arriver, il ne faut jamais quitter son collègue des yeux. Viens, viens, viens! Vite! Recule! Fais demi-tour! Ces pousse-pieds sont assez beaux. Plutôt gros. Petits mais gros. Ils sont de bonne qualité, vous voyez? Ils sont comment, José? Pas mal du tout. Tiens. Ah oui, plutôt pas mal. Jour de marché à Ribeira, la ville la plus proche sur la Ria de Arousa. Maria s'approvisionne en fruits de mer à la source. Mais pour la charcuterie, les légumes et le fromage, elle vient faire ses courses ici. Elle a invité ses sœurs à dîner et veut leur préparer une empanada, farcie au chorizo et au brocoletti, un légume vert très répandu en Galice. 2 bottes de brocoletti, s'il vous plaît. Petit, c'est ça? Oui, petit, c'est bien. Vous pouvez les cuisiner entiers. Oui, je vous fais confiance. On les mange seuls ou en accompagnement dans le pot-au-feu ou dans les empanadas. On peut les préparer de 1000 façons, il n'y a quasiment rien à retirer. Tout est bon à manger. L'après-midi, les vagues redoublent de violence. Les percebeiros arrivent un à un et se rassemblent au pied des falaises pour attendre le feu vert. La récolte n'étant autorisée qu'une fois par semaine pour une durée limitée à seulement 2 heures, le choix du site est essentiel. Vu le temps, ça devrait aller. José est monté sur les rochers pour voir si les pousse-pieds sont de bonne qualité. Ça paraît correct, alors je pense qu'on va travailler ici aujourd'hui. On va essayer de grimper sur les rochers tous les deux pour gagner du temps et sélectionner les plus beaux spécimens. J'en prends 2 au cas où. 1 heure pile avant que la marée soit au plus bas, les percebeiros peuvent enfin se mettre à l'ouvrage. Allons-y. Malgré leur apparence, les pousse-pieds ne sont pas des coquillages, mais des crustacés qui vivent fixés aux rochers. À marée basse, leurs colonies apparaissent pour un court instant, jusqu'au déferlement de la prochaine vague. Il faut faire très vite.
On évite de prendre ceux qui ne sont pas assez gros, mais on ne peut pas les choisir un par un. Si ce n'est pas moi qui les cueille, c'est un collègue qui le fera. Il y a vraiment trop de concurrence. José est l'un des percebeiros les plus téméraires d'Aguinho. Aujourd'hui, il est le seul à oser se risquer sur ce rocher. À la fin de la récolte, Manolo prend le temps de croquer quelques pousse-pieds histoire de se remettre de ses émotions. Situé à l'embouchure de la baie d'Aroussa, Aguinho est un endroit stratégique pour les pêcheurs de poissons comme de fruits de mer. C'est d'ici qu'ils partent au large ou dans la zone protégée de l'estuaire du fleuve. Maria ne connaît que la recette de l'empanada aux fruits de mer. Pour ne pas rater la variante au brocoletti, elle vient chercher conseil auprès d'une spécialiste. Autrefois, quand personne n'avait de four à la maison, les empanadas étaient l'apanage des boulangeries. Josefa, la boulangère d'Aguinho, perpétue cette tradition et passe pour une experte en la matière. Tu dois apprendre à faire les empanadas. Oui, les empanadas. Oui. Et apprendre à les manger. Oui, je sais. Noli doit apprendre à cuisiner ce genre de plats, sinon ils vont finir par disparaître. Ah, les filles d'aujourd'hui. C'est bien vrai. Il faut tout d'abord blanchir les brocoletti. On reconnaît les brocoletti à leur goût caractéristique, légèrement acidulé. Il faut les goûter pour s'en rendre compte. Ils sont assez acides, mais délicieux. Maria fait revenir des poivrons et des oignons émincés qu'elle relève avec du piment doux. Ensuite, elle y ajoute les brocoletti coupés en morceaux. Josefa se charge du fond de pâte. Toutes ces années à étaler la pâte. J'avais 22 ans quand j'ai commencé et j'en ai 71 aujourd'hui. Vous ne les faites pas. Une vie entière à faire des empanadas. Quand ils veulent en manger, c'est Josefa qu'ils appellent. Les cuisinières garnissent la pâte avec les légumes, les morceaux de chorizo et du fromage galicien. Tout le secret de cette recette réside dans le juste équilibre entre la farce et la pâte. À présent, Josefa étale le couvercle de l'empanada sous l'œil attentif de Noli. Moi, j'apprends. Parfois, on apprend mieux en regardant qu'en faisant. C'est vrai, mais parfois, il faut mettre la main à la pâte pour apprendre. On décore l'empanada avec le reste de pâte et il ne reste plus qu'à la badigeonner de jaune d'œuf avant de la passer au four. La tradition de l'empanada remonte à la fin du Moyen-Âge et c'est en Galice qu'elle trouve son origine. En fin d'après-midi, les pêcheurs vendent leur prise à Lonja, la criée locale. En attendant le tour des pousse-pieds, Manolo et José nettoient soigneusement leurs marchandises et trient les crustacés selon leur qualité. Chaque percebeiro a le droit d'en vendre jusqu'à 5 kilos. À Madrid, les pousse-pieds les plus gros valent plus de 200 € le kilo. On se débarrasse de toutes les moules et des pousse-pieds trop petits. Il faut tout retirer pour ne garder que les pousse-pieds qui seront commercialisés. Rien d'autre. Moi, les pousse-pieds crus, ça ne me dit rien. Ah bon? Ils sont pourtant plus goûteux crus que cuits. Je peux facilement en manger 5 ou 6 d'affilée. Les enchères commencent. Aujourd'hui, les percebeiros venus en nombre font face à peu d'acheteurs. Accrochés à leur portable, ils sont en lien direct avec les grossistes. Bien, on va voir ce que ça donne aux enchères. À mon avis, ça va pas être terrible parce qu'il y a peu d'acheteurs. Voyons jusqu'à quel prix ça va monter. J'ai comme l'impression que ça ne sera pas folichon. Manolo arrange vite fait son étal. Les enchères sont descendantes. La mise à prix est fixée à 200 € le kilo et ne cesse de baisser, jusqu'au moment où un acheteur se manifeste et met ainsi fin à l'enchère.
79 €, c'est peu pour des pousse-pieds de première qualité. Et les acheteurs prennent tout leur temps, tandis que le prix continue de baisser. C'est la catastrophe. C'est désespérant aujourd'hui. Je me demande à quel prix va partir le pousse-pied. Personne ou presque n'en veut. Aujourd'hui, personne n'est récompensé à la hauteur de ses efforts, même si les crustacés de Manolo ont finalement trouvé preneur. Depuis vendredi, la mer est très calme. Les braconniers ont envahi la côte et ont travaillé tout le week-end. Ils ont approvisionné le marché et maintenant il est saturé. Du coup, les pousse-pieds que nous, professionnels pêchons en toute légalité, n'ont pas trouvé d'acheteurs aujourd'hui. Après quelques pousse-pieds en guise d'entrée, suivis de l'empanada au brocoletti, Maria veut régaler ses invités avec des coquilles Saint-Jacques gratinées. Elle détache délicatement chaque noix de son habitacle en prenant soin de retirer la partie non comestible et rince soigneusement la chair et les moitiés creuses des coquilles. Voilà, j'ai fait revenir un peu l'oignon et je poêle légèrement les noix de Saint-Jacques pour les dorer un peu. Puis, je les remets dans les coquilles. Maria dépose une noix de beurre et une noix de Saint-Jacques dans chaque coquille, avant d'y répartir une sauce composée d'oignons, de coulis de tomates et de vin blanc, parfumée de thym et de persil. À la fin, Noli recouvre chaque coquille de chapelure et d'une noix de beurre. Riches en protéines et pauvres en calories, les coquilles Saint-Jacques sont un vrai régal. Pour le dessert, Noli prépare une tarta de Santiago, un gâteau aux amandes. Elle bat des œufs avec du sucre, parfume le mélange avec du zeste de citron râpé et une pincée de cannelle, et y verse de la poudre d'amandes grillées. La jeune fille aura bientôt son bac et s'inquiète de son avenir. Si je devais aller vivre ailleurs, je le ferais, puisque je n'aurais pas le choix. Il faut bien travailler. Mais j'aimerais pouvoir rester tout près d'ici. Pas forcément à Aguinho, mais pas trop loin. Le problème, c'est que je ne pourrais pas exercer le métier que j'ai choisi ici. Je veux travailler dans la recherche. J'envisage d'abord d'étudier la biologie pour faire un master en biotechnologie par la suite. Et évidemment, ce n'est pas ici que je pourrais faire de la recherche. Une croix de Saint-Jacques fait office de cerise sur le gâteau. Tout comme la célèbre coquille, cette croix est l'emblème du chemin de Compostelle qui conduit jusqu'en Galice. Le dîner est servi. Empanada, pousse-pied et coquille Saint-Jacques mettent l'eau à la bouche. Les sœurs de Maria sont ravies et Manolo en oublie ses soucis. Les 5 baies de Galice qui pénètrent loin dans les terres offrent les conditions idéales pour l'élevage de moules. L'activité est visiblement rentable. La Ria de Arrossa compte à elle seule plus de 2000 bateas, des parcs à moules flottants. Comme ils exploitent les mêmes ressources, éleveurs de moules et petits pêcheurs sont à couteau tiré. Porte-parole des Percebeiros d'Aguinho, Manolo veille cependant à rester en bon terme avec ses concurrents. Convaincu que le dialogue est le meilleur moyen d'éviter les conflits, il n'hésite pas à passer les voir quand il sillonne la baie.
Tu vois, Manolo, elles sont belles. Oui, en effet. Ces moules sont superbes. Elles ont une belle forme et un bel éclat. Dans 4 ou 5 mois, ces cordes seront bien plus fournies. Aujourd'hui, il est devenu très difficile d'acquérir un radeau d'élevage, à moins d'en hériter un de ses parents. C'est quasiment impossible dans des villages comme Aguinho, Ribeira, ou dans d'autres endroits où la production est meilleure, plus importante et où les moules sont plus belles. C'est hors de prix. Chaque radeau supporte 500 cordes chargées de moules. Ce biotope unique favorise une croissance idéale, si bien qu'une corde produit à elle seule plusieurs centaines de kilos de moules en un temps record. Entre d'un côté les règles imposées par l'Union européenne et de l'autre la pêche illégale ou la contrebande, Manolo a fait son choix. Comme il n'y a pas de travail dans d'autres secteurs, les gens choisissent la facilité. Et le plus simple ici, c'est de voler en se servant dans la mer. On m'a proposé de le faire il y a quelques années, mais mes parents m'ont inculqué des valeurs que je veux à mon tour transmettre à ma fille. On ne pêche pas illégalement parce que ça revient à voler des fruits de mer. Et on ne vole pas. Je ne veux pas que ma fille soit hors la loi, à aucun moment de sa vie. Et je ne veux pas l'être non plus. Alors qu'elle est en pleine révision du bac, Noli ne se prive pas d'aller danser la salsa 2 ou 3 fois par semaine. Au bout de 8 ans de pratique assidue, elle est même devenue la danseuse solo du groupe. Ce serait difficile pour moi d'arrêter. En dehors du fait que j'aime beaucoup ça, c'est un bon moyen de faire du sport. Vraiment, j'adore ça. L'ensemble se produira bientôt sur scène et répète pour la première fois en costume. Manolo et son collègue José se retrouvent pour un pique-nique. Maria a préparé une araignée de mer et un gros tourteau. Ce que beaucoup considèrent comme des produits de luxe agrémentent ici les menus quotidiens. On commence par séparer les pattes en essayant de ne pas faire sortir la chair de la carapace. On fait un quart de tour en veillant à extraire le moins de chair possible pour en laisser un maximum à l'intérieur. Il faut faire attention à ne pas se blesser avec ces petits piquants. Regarde, maintenant que le crabe est cuit, c'est très coupant. Cette partie est délicieuse, mais l'intérieur de la carapace l'est aussi. C'est une question de goût. Tout est bon à manger dans cette bête, c'est un régal. Ensuite, on l'ouvre par l'arrière comme ceci. Ce qui est là-dessous est un vrai régal. Pour moi, c'est ça le meilleur, cette partie-là. Il faut juste retirer les branchies. Celles-là, on les jette. Les derniers invités arrivent. Avec José et sa femme, les convives sont au complet. C'est aussi compliqué qu'avec l'araignée de mer. Ce tourteau contient un peu plus de liquide que d'habitude et on peut y tremper un morceau de pain. C'est délicieux. Dommage que la caméra ne puisse pas transmettre son goût ni son parfum. Je vais essayer de la casser avec la main. Bien, je suis plus costaud que je ne le pensais. La soirée se prolonge jusqu'à la tombée de la nuit. Mais les Galiciens ont un moyen simple de conjurer les sorcières et autres esprits maléfiques. La queimada, un breuvage 100% magique.
Hibou, chouette, crapaud et sorcière, démons, lutins et diables, feu des âmes en peine. Avec cette louche, je ferai monter les flammes de ce feu. Feu! Feu! S'il est vrai que vos pouvoirs sont plus puissants que ceux des hommes, faites ici et maintenant que les esprits des amis qui sont loin participent avec nous à cette Queimada. Feu! Feu!